non seulement une ouverture géographique, mais aussi un véritable levier de transformation économique, de stabilité régionale, de co-développement et d'intégration africaine, en proposant à ces pays sahéliens un accès structuré aux infrastructures, aux routes commerciales, aux plateformes logistiques atlantiques. Cette initiative donne une portée concrète à l'ambition de développement africain, plus connecté, plus souverain que solidaire. Je voudrais remercier les différents intervenants et invités que nous avons aujourd'hui et les remercier de leur présence. Peut-être une présentation très brève de nos intervenants pour commencer. À ma gauche, son Excellence, M. Mankeur Ndiaye, ancien ministre des Affaires étrangères de la République du Sénégal. Bienvenue et merci à nouveau d'être parmi nous. Ensuite, son Excellence, M. Antonio da Silva, ancien Premier ministre de Guinée-Bissau. Monsieur le Premier ministre, merci beaucoup, nous sommes honorés de vous avoir. Ensuite, son Excellence, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Monsieur Luis Felipe Tavares, qui connaît bien le Maroc, connaît bien la région et en tant que Cap-Verdien a cette dimension atlantique parce que son pays est pleinement dans l'Atlantique en tant qu'île et évidemment va avoir peut-être un regard un peu complémentaire de ce que nous avons. Notre frère Mohamed Abdullahi Yaha qui vient de Mauritanie, qui est chef d'entreprise. Merci d'être là, Si Mohamed, et je voudrais vous remercier, d'autant plus que nous avons 3 hommes politiques, 3 hommes d'État, nous avons un homme du monde de l'entreprise. Là où ça ne va pas avec ce panel, c'est qu'il n'y a pas de femmes. Mais on va travailler pendant 1 heure en étant amputé d'intelligence féminine. On fera au mieux de ce qu'on peut, messieurs. C'est un appel aux organisateurs pour qu'ils mettent un peu de mixité parmi les intervenants. Je voudrais commencer peut-être sur quelques sujets qui me semblent importants et commencer par vous, Monsieur le Premier ministre. Comment vous voyez-vous, Monsieur Da Silva, cette dimension et cette relation atlantique dans le cadre de cette stratégie que le Maroc a proposée à l'ensemble de ses partenaires sur la façade atlantique de l'Afrique? Merci. Avant tout, permettez-moi de commencer d'exprimer ma sincère gratitude pour l'honneur qui m'est accordé de prendre parole dans cette session dédiée à un sujet important crucial sur le financement et la structuration de croissance en Afrique. Je souhaite aussi également saluer la collaboration du Royaume du Maroc ainsi que la vision de Sa Majesté Roi Mohamed VI qui dit le 6, donc l'engagement vers le développement humain, la coopération sur l'intégration continentale fait du Maroc un acteur clé dans la dynamique africaine contemporaine. Pour la question que vous me posez, je pense que la coopération africaine, surtout la façade atlantique, est très importante. Surtout que les pays africains, l'espace atlantique ne peut être envisagé comme aussi une façade maritime ouverte sur l'extérieur. Il doit désormais être pensé comme une profondeur stratégique pour l'Afrique, capable de mieux relier les économies du continent entre toutes les façons de connexion avec les marchés mondiaux. Pendant longtemps, les infrastructures portuaires africaines ont principalement servi à exporter matières premières, avec des retombées limitées sur l'économie locale. Aujourd'hui, l'enjeu est tout autre. Il s'agit de faire l'Atlantique un véritable espace d'intégration économique, industrielle et logistique au service de la transformation productive du continent. Dans cette perspective, il est essentiel de connecter les ports atlantiques aux grands corridors continentaux, aux zones industrielles, aux réseaux énergétiques ainsi que les plateformes numériques. Il s'agit plus simplement d'acheminer les marchandises, mais structurer les véritables chaînes de valeur régionales capables de transformer les transformations locales des ressources agricoles, minérales, énergétiques et halieutiques africaines.
Pour un pays comme la Guinée-Bissau, cette dynamique constitue une opportunité importante. Notre position sur la façade atlantique ouest africaine peut nous permettre de jouer un rôle très d'union entre espaces côtiers, les marchés régionaux et les continentaux économiques sahéliens. Cette ambition doit être aussi rester profondément inclusive. Les petits États côtiers africains ne doivent pas être tenus à l'écart des grandes dynamiques régionales. Bien au contraire, il peut devenir un acteur clé dans l'Afrique plus intégrée, plus résiliente et plus souveraine. Je pense que l'intégration africaine devait voir liaison entre les façades atlantiques et les pays qui sont enclavés, surtout les pays de la zone Sahel. Voilà la première. Merci beaucoup. Et, évidemment, ça montre que ces interactions vont permettre du co-développement. Je vais aller vers M. Mankandiaï et je voudrais vous demander comment vous voyez cette opportunité de transformer cet espace atlantique africain comme une plateforme panafricaine dans laquelle on peut aller chercher ensemble de la croissance, intégrer un peu plus nos économies, favoriser peut-être plus de création de richesses au service de nos populations respectives. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je voudrais d'abord commencer par remercier le président d'Amadeus, notre frère et ami Brahim Passi Fihiri, qui nous a conviés à cette conférence extrêmement importante, et comme toujours, et surtout de m'avoir invité à participer à ce panel sur l'opportunité atlantique, comment structurer une plateforme panafricaine de croissance. Comme on le sait, chers amis, l'Atlantique africain représente une opportunité historique pour transformer l'Afrique en une puissance économique intégrée, industrielle et géopolitique. L'enjeu est donc de faire de l'Atlantique africain non plus une simple façade d'exportation de matières premières, mais une véritable plateforme panafricaine de croissance, d'industrialisation et d'intégration régionale. Alors, j'ai bâti mon intervention sur 8 points que je ne vais pas développer, 8 ou 9 points. Je vais juste énumérer Bien sûr. les têtes de chapitres que j'avais prévu d'exposer. Premièrement, comment construire un espace économique intégré? La première question. La priorité, de mon point de vue, est de créer un corridor économique atlantique africain qui soit connecté à la ZLECAf. Parce que tout ce que nous devons faire aujourd'hui doit s'inscrire dans le cadre de la ZLECAf, qui est le grand projet africain. Et cela suppose d'avoir des infrastructures portuaires modernes, des corridors routiers et ferroviaires reliant les ports à l'Interland et au Sahel. Bien sûr. C'est là où l'initiative royale de l'Atlantique est extrêmement importante, qui vise entre autres à aider les pays du Sahel, les pays enclavés, à accéder à l'Atlantique. Ensuite, il faut créer des chaînes de valeur régionales et assurer une meilleure circulation des marchandises, de l'énergie et des capitaux. Deuxième point, il faut transformer les ports en hub industriels. Nous avons de très grands ports dans l'espace atlantique africain. Je commencerai par le port de mon pays, le port de Dakar, naturellement, et le port d'Abidjan, le port de Lagos, de Lomé, de Tema, de Pointe-Noire, de Val-Louis Bay ou le port de Durban. Il faut que ces ports deviennent des plateformes logistiques, des zones industrielles et des centres énergétiques et des centres numériques. Troisième point, c'est construire une architecture énergétique africaine. Quatrième point, développer l'économie bleue. Car l'économie bleue peut devenir un puissant moteur de croissance. À travers quoi? À travers la pêche durable, à travers l'aquaculture, à travers les biotechnologies marines, à travers les énergies marines, le transport maritime et surtout à travers la construction navale. Cinquième point, garantir la sécurité maritime, parce que la sécurité maritime est aujourd'hui extrêmement importante du fait du développement
partout à travers le monde de la piraterie, des trafics illicites, du terrorisme maritime et surtout aujourd'hui de plus en plus des cybermenaces. Donc, créer un espace de sécurité maritime est extrêmement important. Industrialiser ensemble. L'objectif n'est pas seulement d'exporter, comme on l'a dit, mais aujourd'hui, l'objectif est de transformer localement les ressources africaines. Ça, c'est un défi majeur pour le continent. 7e point, comment construire une diplomatie atlantique africaine face à la compétition des grandes puissances, parce que l'Afrique est aujourd'hui l'enjeu des grandes puissances. Le continent doit parler davantage d'une seule et même voix. On l'a répété, mais on ne le répétera jamais suffisamment. Ensuite, la question du financement se pose, parce que ce qu'on veut, ce n'est plus d'exporter seulement, mais c'est de transformer. Mais comment financer la transformation? 8e point plutôt, c'est intégrer les pays enclavés, je l'ai dit tout à l'heure, et c'est tout le sens de l'initiative royale. Le projet atlantique doit inclure absolument le Sahel et l'Interland grâce à des corridors comme Dakar-Bamako, qui existent déjà, mais qu'il faut renforcer, Abidjan-Ouagadougou, Lagos-Niger ou l'Obito Corridor. Donc, l'Atlantique doit devenir la façade maritime de toute l'Afrique et non seulement des pays côtiers. Et dernier point, je pense que c'est important, l'espace atlantique africain peut devenir pour l'Afrique ce que le Pacifique a été pour l'Asie, c'est-à-dire un moteur de transformation économique et stratégique. Mais cela exige, chers amis, d'avoir une vision politique commune, ce qui n'est pas encore le cas. Cela exige d'avoir des infrastructures intégrées, ce qui n'est pas encore le cas. Cela exige d'avoir une industrialisation coordonnée, ce qui n'est pas encore le cas. Cela exige une sécurité maritime renforcée. L'Afrique y travaille, mais encore insuffisamment. Et cela, enfin, exige une véritable souveraineté économique africaine. Le défi, de mon point de vue, est moins géographique que politique. Transformer un potentiel fragmenté en une puissance collective africaine. Je vous remercie. Merci, Monsieur Ndiaye. Je voudrais juste m'assurer, en termes de compréhension, vous évoquez à juste titre la nécessité de solutions de financement pour passer dans nos pays et sur la partie atlantique en Afrique d'exportation de matières premières et de matériaux à l'état brut pour faire de la transformation pour la consommation, mais aussi pour les exportations. Je voudrais m'assurer que l'enjeu ou le levier qui nécessite le financement consiste aussi à accompagner les projets de financement d'infrastructures pour créer les nouveaux corridors auxquels vous faisiez allusion. C'est-à-dire qu'il y a besoin de financement tant pour l'investissement productif privé dans lequel les entreprises peuvent trouver des opportunités que dans l'investissement public ou public-privé pour pouvoir créer une dynamique dans les infrastructures. On est bien d'accord, ma compréhension? Surtout la question du financement est une question extrêmement importante qui est très souvent discutée. Nous avons des banques de développement sur le continent exact. Qui ne sont pas toujours mises à contribution. Je parle de la BAD, je pense à Afreximbank, mais il y a le financement public, mais il faut de plus en plus aujourd'hui compter sur le financement privé. Donc, l'implication du secteur privé africain est fondamentale. Donc, la transformation, c'est effectivement pour la consommation locale, ça nous permet d'importer moins, mais c'est aussi pour créer des entreprises et pour également développer l'exportation, renforcer le commerce intra-africain et la place de l'Afrique dans le commerce mondial. Merci, M. Mankeur Ndiaye. Je voudrais demander à son Excellence Luis Felipe Tavares, l'ancien ministre des Affaires étrangères de Cap-Vert, juste un peu de patience,
mon cher Luis Philippe. Je voudrais donner la parole à notre invité Mohamed Abdellahiya parce que il va intervenir dans une autre session. Vous avez bien vu que la jeune femme est venue me donner l'instruction de le libérer le plus tôt possible et je dois respecter les instructions dans ce sens. Si Mohamed, je voudrais d'abord vous remercier à nouveau de votre présence et j'aimerais vous demander, puisque vous êtes en Mauritanie, le pays frère où nous avons tant d'éléments en commun, tant dans la culture que dans les relations, que dans les familles, mais vous avez aussi cette façade atlantique que nous avons en commun, au-delà de nos traditions communes, de notre culture commune. J'aimerais vous demander comment vous, en tant que chef d'entreprise, puisque vous n'êtes pas un pur politique, comment vous voyez cette dimension panafricaine potentielle de ce qu'une alliance atlantique des pays africains peut apporter. Merci beaucoup, salam alaikum wa rahmatullah. Merci également pour les organisateurs, notamment Amadeus et notre cher ami et frère Brahim. Je suis absolument ravi de faire partie de ce prestigieux panel, même si ce sont des hommes politiques, mais quand même leur vision, s'ils les mettaient en exécution dans l'exercice du pouvoir, je vois qu'on a ce qu'il faut comme visionnaire. Bon, alors, pour ce qui est du sujet, la Mauritanie a toujours été, elle s'est qualifiée, elle a toujours prétendu être un trait d'union entre l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord. Et ça, c'était déjà sociologiquement parce que nous sommes un pays, en réalité le pays de la mixité. Et je vois ici notre frère de Dagana, je vois Lo Moubarak, qui sont à la fois sénégalais et mauritaniens. Moi, je suis à la fois mauritanien, marocain, sénégalais. Et donc, mais surtout par rapport à cette initiative atlantique, la Mauritanie n'est pas en marche parce que c'est le pivot. C'est la porte d'entrée au Sahel. Et qui dit la porte d'entrée au Sahel, dit la porte d'entrée au Sub-Sahara. Ça, c'est un. De deux, nous avons en réalité aujourd'hui des dizaines et des dizaines de camions qui passent pour aller au Mali, au Sénégal et au-delà, dans des conditions extrêmement précaires et coûteuses, notamment quand on voit l'énergie qui s'envole, les coûts, les difficultés, l'état des routes. Cette initiative ne peut être qu'une initiative visionnaire. D'autant plus que la Mauritanie a une contribution importante de par sa façade maritime sur l'Atlantique, mais aussi il y a le port de Nouadhibou, il y a un autre port qui est en construction en eau profonde, il y a le port d'Indiago. Et ce qui est important, c'est de savoir que le fleuve Sénégal fait partie de l'Atlantique. Bien sûr. Ben voilà un autre Atlantique qui en réalité, dont la navigation va faire un raccourci extrêmement important en temps, et qui dit un raccourci en temps, dit un raccourci en énergie, donc un coût. Et les coûts de la logistique normal, même dans les pays qui ne sont pas enclavés, ça va de l'ordre de 30 à 40%, à plus forte raison pour les pays enclavés. Et qui dit coût, dit difficulté pour les populations, dit handicap pour la croissance. Enfin, je ne veux pas aller plus loin, mais l'initiative Plateforme Atlantique est une initiative absolument bienvenue d'un pays qui a déjà donné l'exemple. Est-ce que le secteur privé, vous avez entendu l'appel de M. Mankeur Ndiaye à ce sujet, est-ce que le secteur privé y voit une opportunité? Est-ce que vous avez une idée de quel levier il faudrait utiliser pour que les privés travaillent entre eux ou travaillent avec les États, privé-privé ou privé-public, public-privé, au-delà des frontières de nos pays respectifs pour pouvoir donner du sens à cette dynamique? Vous savez, le secteur privé regarde d'abord le potentiel. Oui. Et des fois, même au détriment de tous les handicaps, il lève les handicaps. Et le potentiel est important. Un besoin clair, criant en énergie, des populations en croissance, des matières premières abondantes, qui à la fois ont besoin d'accès pour être un flux commercial stable, mais de transformation. Et nous avons des exemples de succès quand même importants. Le port de Dakar, dont il a parlé, est un succès de partenariat public-privé, même si pendant un moment, ça a été un peu décrié, mais aujourd'hui, c'est un exemple. Et un autre port par le même groupe privé est en construction. Le port de Nouakchott est aussi géré par des privés. Les privés sont là pour investir aussi bien dans les ports que dans les chemins de fer.
et même dans les autoroutes. Et ça, c'était, et dans l'énergie. Vous savez, l'énergie est un sujet, moi, à mon avis, on regarde que la façade maritime, mais l'énergie est un sujet extrêmement important pour avoir une économie décarbonée et qui ne coûte pas cher parce que nous avons le soleil et nous avons le vent. Oui. Et moi, je parle en connaissance de cause parce que je suis dans le secteur privé, j'ai une plateforme portière, je gère la logistique, on fait beaucoup de logistique pour les sociétés minières et les sociétés qui sont dans le oil and gas. Et ça, ce sont des besoins qui vont se... Vous produisez votre propre énergie propre pour vos besoins? Notre soleil nous aide énormément à réduire nos coûts. C'est bien. Oui. Merci Je vous en prie. beaucoup. Et je vais vous libérer si vous avez besoin de rejoindre une autre session. Merci beaucoup. pour votre contribution. Je voudrais remercier en même temps Son Excellence Luis Felipe López Tavares de sa patience. Et je viens à vous, Monsieur le Ministre. J'aimerais vous demander comment vous voyez stratégiquement cette dimension panafricaine dans ce projet atlantique ou dans ce que nous avons de commun à l'échelle atlantique. Ça concerne de nombreux pays, plus d'une vingtaine. Et comment est-ce qu'on peut demain coopérer, collaborer et créer de la richesse ensemble dans un avenir qui pourrait être raisonnable? Merci mon cher ami, Monsieur le Président. Je puis m'adresser à toi dans cette condition-là, Monsieur le Président. Tout d'abord, je voudrais aussi remercier l'invitation de mon frère Brahim Fassifiri et à travers le président de la MEDEUS, remercier toute son équipe pour le travail magnifique qu'ils font pour le Maroc et pour l'Afrique. Vous savez, j'ai l'habitude de venir ici au Maroc et de tenir des propos assez forts à l'égard de votre chef d'État. Mais je le dis avec beaucoup d'humilité, mais aussi avec beaucoup de sincérité. Je crois que vous avez un roi, et je le répète, dont la droiture et la volonté de moderniser son pays et l'Afrique est immense. C'est la raison pour laquelle je vous dis aussi avec beaucoup de sincérité et d'humilité que c'est probablement aujourd'hui, et je n'exagère pas, vous connaissez le monde, vous connaissez l'Afrique. J'ai aussi dans la salle ici des gens, des stratèges militaires, des hommes d'affaires, des politiques, de tous les continents, des Européens qui sont là. J'ai vu partir le général Trancan, que vous connaissez très bien, très fin stratège militaire. Mon cher Gorfi, je pense que le Maroc a le chef d'État le plus visionnaire de l'Afrique. Si je vous demande quels sont des projets portés par d'autres chefs d'État, en ce moment où nous parlons, il n'y en a pas. Des projets ambitieux, forts, des projets qui unissent l'Afrique. Le projet le plus important, le plus visionnaire, du point de vue géopolitique, du point de vue géoéconomique, mais aussi du point de vue culturel, je dirais intercivilisationnel, c'est ce projet Afrique Atlantique porté par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, depuis novembre 2023. C'est la raison pour laquelle je pense que le Maroc, pas seulement par ce projet, et je vous le dis aussi avec beaucoup de responsabilité, j'étais ancien ministre des Affaires étrangères, ancien ministre de la Défense, je connais comment fonctionne le monde et l'Afrique. Le Maroc mérite, par sa diplomatie, par la constance de la vision de Sa Majesté, une place au Conseil de sécurité des Nations Unies comme représentant de l'Afrique. Et ça,
Je vois que la diplomatie marocaine travaillera là-dessus, mais le Maroc est le seul pays africain, à mon sens, qui réunit aujourd'hui toutes les conditions de représenter le continent africain au sein du Conseil de sécurité comme membre permanent. Concernant l'initiative Afrique Atlantique, je pense que cette initiative doit devenir, à mon sens, plus qu'une volonté politique, plus qu'une vision, une doctrine de coopération régionale entre les 24 États membres de la façade atlantique de l'Afrique. Je crois qu'elle exige une nouvelle architecture de solidarité africaine. Vous avez regardé le rôle de votre pays pendant la pandémie de Covid-19, partout en Afrique. Le Maroc était une voix solidaire envers tous les pays africains. Et c'est le seul pays qui avait une vision de solidarité globale pendant la pandémie de Covid-19. Sa Majesté le roi Mohamed VI avait dit que nous devrions bâtir un Atlantique africain qui serait connecté, sécurisé, économiquement intégré, énergétiquement interconnecté et stratégiquement assumé. Je crois qu'il a tout dit. Aujourd'hui, la diplomatie marocaine, dont je salue la ténacité, la compétence et surtout le savoir-faire de mon ami Nasser Bourita, fait un travail remarquable. Vous tous, vous faites un travail remarquable. La résolution 2797 du Conseil de sécurité est le travail de tous les Marocains depuis des années et des années. Mais je pense aujourd'hui il y a une dimension politique, institutionnelle de cette initiative Afrique Atlantique de Sa Majesté, que Dieu l'assiste. Mais comme nous l'avons créé, et ça c'est une suggestion et j'en terminerai là-dessus, il y a 3-4 ans on avait créé à Tanger, dans le cadre de l'Institut Amadeus, un groupe de contact pour faire un plaidoyer international sur la marocanité du Sahara. Nous avons travaillé d'arrache-pied et vous savez aujourd'hui, grâce à la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, au travail de la diplomatie marocaine sous le leadership de Nasser Bourita, plus de 100 pays dans le monde reconnaissent la marocanité du Sahara. Mais nous avions créé une structure ad hoc d'anciens ministres des Affaires étrangères pour plaidoyer la cause marocaine. Et je pense qu'aujourd'hui, du point de vue, pour faire du lobbying dans le bon sens du terme, on doit créer aussi une structure parallèle d'anciens ministres des Affaires étrangères, Premier ministre, ministre de la Défense, des Finances, peu importe la composition, mais c'est l'idée qui compte pour faire le plaidoyer auprès de ces, je dirais, 23 autres ou 22 autres États, parce que je n'inclus pas le Maroc parce que c'est l'initiative est marocaine. Le Cap-Vert est un pays atlantique, comme a dit Gorfi, par excellence, mais auprès des 22 autres États, un plaidoyer politique, aller aux universités expliquer pourquoi c'est très important cette initiative atlantique de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Il y a l'aspect qui a été souligné par mon ami Manqueur, le désenclavement du Sahel, mais aussi l'interconnectivité des États africains, point de vue énergétique, économique, intégration régionale. C'est très, très important de le faire. Parce qu'il n'y a à ce jour aucun autre projet aussi ambitieux que celui-ci en Afrique. C'est la raison pour laquelle je vous dis à vous, Marocains, que
Vous devrez en être très, très fiers de votre roi, de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Et j'en termine. Que Dieu l'assiste et le protège. Merci. Merci. Je voudrais revenir à son Excellence, Monsieur Da Silva, et j'aimerais vous demander comment est-ce qu'on peut articuler les questions de sécurité, de commerce, d'investissement, d'industrialisation et d'intégration régionale pour faire de l'Atlantique africain un espace de souveraineté économique. Merci. Bon, d'abord, c'est la question d'intégration. Comme dit M. Manquer et M. Tavares, la question d'intégration africaine, la question du projet atlantique, c'est très important. Mais la question de la sécurisation, c'est plus important aussi. Donc, il fallait qu'on sécurise d'abord. Il faut qu'il y ait une sécurisation pour que les projets puissent fonctionner. Donc, les pays africains devaient travailler ensemble pour que nos institutions soient capables de mettre ensemble une politique, une vision commune, celle qui était prévue par le Maroc, de prévoir cette condition de fonctionnement. Donc, moi, à mon avis, je pense qu'une sécurisation de projet, c'est très important pour faire ça. Voilà un peu ce que moi je pense que... Merci, M. Da Silva. Oui, je voulais venir à vous, M. Mankardia. La question que je viens de poser qui nous amène à utiliser plusieurs leviers. Parce qu'il faut qu'on arrive à mettre ensemble les questions de sécurité, de commerce, d'investissement, d'industrialisation, d'intégration régionale. Et vous parliez de la ZLECAf il y a quelques instants. Comment est-ce qu'on peut mobiliser l'ensemble de ces chantiers, parce que c'est un vrai bouillonnement, et c'est plusieurs leviers à la fois, pour qu'on arrive à atteindre un minimum de souveraineté économique. Merci beaucoup. C'est une question extrêmement importante, parce que vous avez mis 5 dimensions qui sont tout à fait complémentaires: la dimension sécurité, commerce, investissement, industrialisation et intégration régionale. D'abord, la sécurité, je pense que c'est la condition de base. Sans sécurité, on ne peut rien faire. On ne peut pas commercer, on ne peut pas investir, on ne peut pas avoir des financements pour l'industrialisation, on ne peut pas développer l'intégration régionale. Sans sécurité, la sécurité est la base. On le voit dans toutes les crises en Afrique, surtout dans l'espace CEDEAO, que je connais le mieux. Quand il y a eu ces crises, l'insécurité partout, les progrès économiques ont été ralentis et l'intégration régionale en a beaucoup souffert. La CEDEAO qui était créée au départ pour s'occuper de l'intégration économique s'est focalisée pendant plus d'une décennie sur les questions de paix et de sécurité. Résoudre les crises en Sierra Leone, résoudre les crises au Libéria, plus les séries de coups d'État qui ont éclaté un peu partout dans l'espace CEDEAO. Donc, la dimension sécurité, elle est fondamentale. Et on a parlé tout à l'heure de la piraterie maritime. C'est aussi la question de sécurité, la question de la sécurité. Parce que sans stabilité maritime et terrestre, aucun corridor économique ni investissement durable ne peut fonctionner. Deuxième élément que vous avez soulevé, le commerce. Le commerce, de mon point de vue, doit devenir le moteur de l'intégration économique africaine. L'objectif est de développer des corridors qui soient performants et qui relient les ports atlantiques, qui relient également les États sahéliens et les marchés régionaux. Toujours, de mon point de vue, dans le cadre de la ZLECAf. Parce qu'il faut toujours rappeler la ZLECAf et ce qu'elle peut jouer pour promouvoir le commerce intra-africain, développer l'intégration africaine et repositionner l'Afrique dans le commerce mondial. Donc, j'inscris personnellement tous ces projets dans le cadre de la ZLECAf. Troisième élément, l'investissement. On l'a dit tout à l'heure, il faut des financements massifs pour les infrastructures. Pour développer les infrastructures, il faut beaucoup d'argent.
il faut des financements massifs pour l'énergie, pour la logistique. Et aujourd'hui, de plus en plus pour le numérique. Bien sûr. Parce que la révolution numérique, la révolution digitale va être la clé. Elle l'est déjà, mais elle le sera davantage dans les prochaines décennies. Et le quatrième pilier, monsieur le modérateur, c'est l'industrialisation. L'industrialisation de l'Afrique. Si l'Afrique veut se développer, jouer son rôle dans le concert des nations, peser sur les relations économiques internationales, elle doit s'industrialiser. C'est un objectif stratégique fondamental. Et l'industrialisation permet de développer la souveraineté économique par la transformation des ressources naturelles africaines. Sur place, on l'a dit tout à l'heure, la question de la transformation, elle est essentielle. Le gaz, l'Afrique en dispose suffisamment. Le Sénégal en a découvert il y a quelques années. Du gaz, aller vers l'énergie et les engrais. Et l'enjeu des engrais aujourd'hui dans le monde est un enjeu stratégique ou géostratégique, j'allais dire. Regardez ce qui s'est passé durant les débuts de la crise ukrainienne avec les problèmes d'approvisionnement du continent. Regardez aujourd'hui... En blé. En blé, bien sûr. Mais aussi en engrais. Absolument. Et aujourd'hui, avec la crise au Moyen-Orient, la question aussi de l'engrais s'est posée. Pas seulement le pétrole. Pas seulement le pétrole. Même si par le détroit de Dermouz, c'est 20% du pétrole mondial qui transite. Mais n'oubliez pas aussi la question du transport des engrais. Ensuite, les minéraux sur le continent font foison. Surtout les minéraux critiques. Et c'est à partir de ces minéraux qu'on peut développer l'industrie des batteries. Vous voyez ce qui se passe avec la RDC, qui est une ressources naturelles de cobalt et autres, qui sont des minéraux critiques, qui sont aujourd'hui recherchés à travers le monde. Ensuite, de l'agriculture, passer vers l'agro-industrie et avec le développement de la pêche, je l'ai dit tout à l'heure, la pêche durable, aller vers le développement des industries alimentaires. Donc voilà un peu, l'intégration régionale constitue le cadre global. Il faudrait, pour la développer, pour la promouvoir, harmoniser les réglementations. Parce que si chaque pays a sa propre réglementation, il ne peut pas y avoir d'intégration régionale. Faciliter les transits douaniers. La facilitation douanière, elle est fondamentale. Dans l'espace CEDEAO, il y a des accords sur le commerce et sur les douanes. Développer des interconnexions énergétiques. Dans l'espace CEDEAO, il y a des projets PAO dans l'espace CEDEAO. Développer des infrastructures ferroviaires, transfrontalières. Parce qu'il est difficile parfois de passer d'un pays africain à un autre. Oui. Il faut aller jusqu'en Europe pour revenir en Afrique. Absolument. Le transport aérien est fondamental. Et last but not least, c'est la dimension politique. Elle est essentielle. Il faut une coordination politique. Il faut une harmonisation des points de vue africains. Il faut que l'Afrique développe de plus en plus des positions politiques, diplomatiques, communes. Et ça manque. Ça manque. Merci. Merci, Excellence, pour cette intervention. Et, ça a beaucoup de sens ce que vous dites parce que, in fine, en Afrique, le commerce intra-africain est très faible comparativement à d'autres régions du monde. Vous avez raison d'insister sur la zone de libre-échange continentale parce que le jour où on commercera plus entre nous, on va pouvoir développer plus de besoins, on aura des populations à servir dont la taille est importante, et donc l'investissement industriel pourra répondre à cette taille critique de population. Parce qu'il faut amortir l'investissement industriel, quoi qu'il en soit. Donc c'est un système vertueux, et le fait de faire allusion à l'ensemble de cette chaîne montre qu'on est capable de créer de la richesse pour le continent. On me demande d'aller vers la conclusion. Ma dernière question va être pour Luis Felipe López Tavares. J'aimerais vous demander quel rôle les États africains, les institutions financières, les investisseurs, les opérateurs privés peuvent-ils jouer dans la structuration de cette plateforme atlantique pour qu'elle soit en même temps durable et compétitive? Merci, Monsieur le Président. Je voudrais juste commenter la question sécuritaire. Je pense que le défi sécuritaire dans le Sahel rend cette initiative atlantique du Maroc encore plus urgente.
car il n'y aura pas de stabilité durable sans développement économique, sans emploi pour les jeunes surtout, sans infrastructure, sans perspective régionale crédible. Vous savez que le Maroc joue un rôle important dans la médiation politique. Vous connaissez tous le rôle du Maroc dans la libération d'otages européens et autres dans le Sahel, un rôle très très important. Pourquoi? Parce que le Maroc est un pays crédible, dont la diplomatie respecte tout le monde. Je répète, respecte tout le monde et peut parler à tout le monde. Ça, c'est très important dans le domaine sécuritaire. Regardez ce qui se passe dans les pays qui ont vécu des coups d'État. Les terroristes, c'est des jeunes qui ont 16-17 ans, ils sont à deux dans une moto et bloquent tout un pays ou toute une capitale. Et il faut réfléchir pourquoi nous avons ce genre de situation encore dans les pays africains. Je pense qu'un autre aspect important, c'est la question de la bonne gouvernance et du bon fonctionnement de l'état de droit. Vous savez, moi je viens d'un pays qui est un havre de paix et de sécurité. Le Cap-Vert, on a eu des élections dimanche dernier. On a commencé à voter à 8 heures. À 18 heures, on a fini de voter. À 20 heures, on connaissait le vainqueur et les vaincus. Et moi, j'ai perdu de 2 députés, nombre. Et j'ai félicité, quand je dis je suis vice-président de mon parti, j'ai félicité le parti gagnant. Lundi matin, j'ai pris le petit-déj avec eux pour discuter de l'avenir de notre pays. C'est ça le bon fonctionnement de l'état de droit. Le respect de l'autre. Et tant qu'on ne sera pas capable de le faire au niveau de l'Afrique, ce sera très difficile. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que le Maroc pouvait jouer un rôle important. Parce que il y a de la bonne gouvernance ici au Maroc. Les institutions fonctionnent. Si vous prenez les pays, les 24 de l'Afrique atlantique, si je vous pose la question, combien de pays fonctionnent comme des États de droit? Disons 3, 4 sur 24. C'est peu. Il faut continuer de faire de la pédagogie, parce que sinon les gens ne vont pas investir. Les investisseurs n'investissent pas dans des pays instables, où il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas le respect de l'état de droit, des droits humains. Et je pense qu'il faut continuer de travailler. Il ne faut pas croiser les bras, parce que quand on fait de la politique, on sert nos populations. Et la meilleure façon de servir l'autre ou nos populations, c'est de respecter le bon fonctionnement de l'état de droit. Il ne faut pas changer la Constitution pour un 3e mandat. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça, et après on s'étonne que les gens manifestent. La jeunesse ne croit plus. Quand je dis la jeunesse ne croit plus, imaginez les investisseurs, les gens qui viennent avec leur argent. Je laisse ce mot de la fin. Il faut respecter l'état de droit pour qu'il y ait de la bonne gouvernance. Il faut que les institutions fonctionnent. C'est les institutions en Afrique qui font défaut aujourd'hui pour des questions de bonne gouvernance. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Et on retient dans vos propos que ce n'est pas le travail d'un pays, c'est exactement se comporter en alliance ensemble. On est à la conclusion, il faut vraiment, comme on dit à la télé, il faut rendre l'antenne, on doit rendre la scène. Monsieur Da Silva et Monsieur Ndia, je voudrais une conclusion en une phrase, s'il vous plaît, sur cette dimension panafricaine de l'Atlantique. Bon, de ma part, comme je disais tout à l'heure, un problème numéro 1, c'est la cohésion. La cohésion sociale dans nos pays et le respect de bonne gouvernance. Donc, la coopération, l'intégration régionale, c'est très important pour que nos pays puissent se faire coopérer. Donc, s'il n'y a pas d'intégration régionale, s'il n'y a pas de coopération entre les pays pour comprendre, donc on ne peut pas sortir. Donc, un projet de genre, c'est qu'on s'entend proposer le Maroc, il nécessite, il y a besoin qu'il y ait l'intégration,
qui a la coopération régionale et qui a l'intervention de tous les pouvoirs publics, surtout les cohésions sociales et pour qu'il y ait la stabilité et la bonne gouvernance. Sans la bonne gouvernance, il ne peut pas faire. Mais au-delà de ça, le plus important, comme disaient tous les autres panélistes, c'est que la sécurisation. Bien sûr. Donc, s'il n'y a pas de sécurisation, tout l'investissement qu'on peut faire, tous les pensées politiques qu'on peut faire, on ne peut pas sortir autant qu'il y a cette sécurisation. Merci. Donc, c'est très important pour faire ça. Donc, de mon côté, c'est la sécurité de l'investissement, c'est la sécurité de nos pays, et c'est l'intégration qui est plutôt importante pour ce genre de projet qu'on peut faire ça. Merci. Voilà mon intervention pour cette question. Monsieur Ndeye, en une phrase, si on demande de conclure sur cette question panafricaine atlantique. Je conclurai en revenant toujours à l'initiative de Sa Majesté le roi Mohamed VI, l'initiative atlantique. Je crois que cette initiative pourrait devenir l'un des plus grands projets structurants de l'Afrique au XXIe siècle si un certain nombre de conditions que j'ai évoquées plus haut sont réunies, parce qu'elle permet l'initiative de transformer l'espace atlantique et sahélien en une plateforme de connectivité, de croissance et d'intégration régionale. Merci. Dernier mot, Luis Felipe Lopez Tavares. Brièvement, qu'est-ce qu'on doit retenir pour conclure de votre part? Je pense qu'il faut continuer de soutenir cette belle initiative de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Comme je vous ai dit tantôt, à mon sens, c'est l'initiative la plus visionnaire que le continent africain ait connue ces dernières 10 années, vingtaine d'années. Merci à vous, messieurs. Je vous prie d'applaudir l'ensemble de nos intervenants pour cette belle séance extrêmement instructive sur la dimension atlantique. Merci à vous et on va céder la place aux intervenants suivants. Merci beaucoup. واش بغيتي نحول هذا نديروه نبداو من الديبار يلا سير يلا اوكي يلا صافي مزيان صافي الله يسر غنحيد لك هذا ولا نحيد لك هذا حيد لنا هذا وهذا وانتم نصفروا نزيدو بيتنا داك الشيء اللي بغينا لا
حتى هي غادي صافي صافي اوكي صافي حيت البارح كنا درنا واحد اللعيبه